Le cours, le cours sera enregistré et donc mis à disposition plus tard. Donc, déjà, je reprends là parce qu'on a été un peu perturbé. Donc, vraiment, pour qu'on avance tranquillement, qu'on n'ait pas de soucis, je demande vraiment que vous preniez la peine, si vous n'avez pas la parole, de couper votre micro et de couper vos vidéos. Sinon, après, ce sera la cacophonie et puis on ne va pas suivre. Voilà. Donc, qu'est-ce que je disais? On était au niveau des objectifs du cours. Donc, j'avais parlé de la conception des formulaires. On va voir comment ça marche. On va vraiment, au niveau de la pratique, essayer dans le cadre d'un cas d'étude, de concevoir des formulaires. J'espère que vous avez tous accès soit à un ordinateur, soit à un téléphone Android, parce que on fera les tests avec soit un ordinateur, soit un téléphone Android. Voilà. Donc, après qu'on ait conçu le formulaire, on verra comment le déployer sur un smartphone, Android ou une tablette Android. Et puis, on verra aussi, toujours dans le cas d'étude, comment ça se fait la collecte des données. Une fois qu'on l'a déployé, comment on collecte les données. Et lorsqu'on a collecté les données, comment on les exporte, prêts pour analyse. Donc, on verra tout ça. Alors, comment structurer le cours? Je le disais déjà, définition et concept. Qualité des données, c'est quoi des données de qualité? Méthodologie de collecte de données, outils numériques, les outils numériques de collecte de données. Et système de surveillance, dossier médical électronique, j'espère que vous en avez déjà entendu parler. Système de surveillance des maladies, c'est toujours des outils qui entrent dans la collecte des données dans le cadre des systèmes d'information sanitaire. Et on fera un cas d'étude où nous allons planifier une enquête. On va développer le questionnaire. On va l'implémenter pour être utilisé sur un smartphone. Et puis, on va faire quelques collectes. On va voir le résultat. Donc, en gros, voilà comment sera structuré notre cours. Là, je vais ouvrir un champ de 5 minutes ou 10 pour des questions d'ordre général concernant le cours avant qu'on poursuive. Donc, si quelqu'un a une question, il désactive son micro, il pose sa question et puis je vais répondre et on va passer à une question suivante. Bonjour, monsieur. Oui, bonjour. S'il vous plaît, vous avez oublié de vous présenter. Ah, merci. Merci. Bon, moi, je suis Diéfi Chifou Miltiad. Miltiad, c'est mon prénom. Et mon nom, c'est Diéfi Chifou. Je suis ingénieur informaticien et je suis le responsable, comment on dit ça en français, le responsable de l'information de la Medical Health de Frédéric dans Maryland aux États-Unis. Voilà, en quelques mots. J'espère que ça va comme présentation. Oui, merci beaucoup. Voilà. D'autres questions? Oui, monsieur, j'ai une question, s'il vous plaît. Oui.
j'aimerais savoir, d'entrée de jeu, si les données à collecter seront exploitables. Est-ce qu'il y aura une base de données toujours électronique? Est-ce que tous les processus de la collecte de données jusqu'à l'analyse peut se faire facilement et gratuitement avec des outils informatiques sans toutefois devoir avoir recours au papier? La conception à la collecte des données, à l'analyse et tout. Merci. OK. Bonne question. Merci, Roosevelt, pour la question. Déjà, pour répondre rapidement, oui. C'est même le but de ce cours, c'est de vous montrer qu'en réalité, il y a un processus complètement digitalisé qui nous permet d'aller de la conception du questionnaire jusqu'à la collecte et même l'analyse des données sans plus jamais utiliser le papier. Et je crois que le deuxième volet de ta question, c'était de savoir si ces outils-là existent et s'ils sont gratuits. Je réponds par oui. Et dans le cas d'études que nous aurons, nous allons d'ailleurs étudier avec un de ces outils-là. Donc, vous aurez en main à la fin de ce cours quelque chose de concret, de complet pour vos travaux d'enquête, de collecte de données et même d'analyse préliminaire. Mais nous n'allons pas parler d'analyse dans ce cours. Voilà. Ce sera peut-être une autre fois, si on a l'occasion. Voilà. D'autres questions? OK. Apparemment, il n'y a pas d'autres questions. Excusez-moi, monsieur. Bon, Oui. je ne sais pas si c'est vraiment une question. En fait, je voudrais savoir, est-ce qu'on peut quand même avoir le visage collé ou non? Je ne sais pas trop. Ah, oui, oui, pourquoi pas, effectivement. J'active ma caméra pour quelques minutes. Voilà. J'espère que c'est clair là. Voilà. C'est bon? Ouais, c'est bon. Voilà. OK. Donc, on va passer à la suite. Alors, qu'est-ce qu'on entend par données? Parce que nous, puisque nous parlons de collecte des données, il faut d'abord comprendre ce que c'est une donnée. Qu'est-ce qu'on entend par donnée? Il faut dire qu'en général, une donnée est considérée comme la valeur connue, comme un élément, la valeur d'une entité. Je prends un exemple. Si je dis 10, techniquement, ça ne veut rien dire. OK? Mais si je dis 10 kilos, tout de suite, on pense au poids de quelque chose. Donc, la donnée, c'est quoi? C'est la valeur d'une entité. C'est ça la donnée. C'est ce qu'on passe. Chaque fois qu'on dit collecter les données, c'est qu'on récolte les valeurs d'un certain nombre d'entités qu'on a définies au préalable. Et pourquoi on va récolter cela? C'est parce qu'on veut comprendre un phénomène. On veut comprendre le fonctionnement d'un système. On veut comprendre comment un phénomène se déploie. Voilà. Donc, et très souvent, lorsqu'on recherche des données, c'est parce qu'on veut mener des raisonnements dans l'optique de résoudre un problème. Par exemple, dans le cadre de la santé, on va vouloir comprendre, par exemple, l'impact d'un phénomène sur la société.
qu'est-ce qu'on va faire? On va collecter des données liées à ce phénomène-là et liées à la société. On va collecter des données. Et donc, on va essayer de comprendre cet impact-là. C'est ça une donnée. C'est donc la valeur que peut prendre une entité. Et cette valeur-là va nous permettre de comprendre et de chercher des solutions à un problème. Bien sûr, le terme données peut varier en fonction du domaine dans lequel on se trouve. En informatique, par exemple, lorsqu'on parle de données, ça représente, par exemple, une information d'un programme. Ce n'est pas de la même façon qu'un informaticien voit une donnée comme un statisticien. Et eux, ils ne parlent pas de la même chose en réalité. Par exemple, en informatique, une donnée peut être tout simplement un bout de code d'un programme. Ça peut être une valeur d'une variable dans un programme. En statistique, par exemple, données, c'est une information codifiée, figée et transmissible. Exemple, la taille de monsieur X est de 160 cm. La donnée ici, c'est 160, taille égale 160 cm. Vous voyez que l'objet, ou plutôt l'entité qui est en jeu ici, comme je disais dans la définition générale, l'objet, c'est la taille et la valeur, c'est 160 cm. Ça veut dire que la donnée ici, ce n'est pas taille, mais c'est plutôt 160 cm. OK? Donc, lorsque vous entendrez données, il faudra essayer de chercher. Lorsqu'on me dit données, c'est lié à quelle entité, c'est lié à quel objet. C'est à ce moment qu'on parle de données. Voilà. Donc, si je suis dans la collecte des données, ça veut dire que je suis à la recherche des valeurs d'un certain nombre d'entités que j'aurais définies au préalable. Et ces entités, en réalité, c'est quoi? C'est ce que vous définissez au niveau du questionnaire. C'est pour ça que lorsque vous êtes en train de préparer un questionnaire, il faut bien savoir ce que vous partez rechercher comme information. C'est cette information-là qui sera relevée sur le terrain sous forme de données et qui sera renvoyée dans un niveau central pour analyse, pour traitement, peu importe. Donc, si on voit la donnée comme cela, on comprend tout de suite que la donnée est une valeur élémentaire, centrale, mais très importante pour la compréhension des phénomènes. On ne peut pas donc analyser un phénomène, une situation, si on n'a pas de données. Et lorsqu'on a compris la valeur centrale d'une donnée, on comprend son rôle dans la prise de décision. Imaginez, je vais prendre un cas concret, la crise actuelle, la pandémie de COVID-19. On veut comprendre comment la COVID-19 se propage dans le monde. Ce qu'on a besoin, on a besoin des données. Mais de quel type de données? Parce qu'on va dire, si on dit données, c'est un peu vaste. Quel type de données? On veut, dans un premier temps, on a dit, on veut comprendre comment ça se propage dans le monde. Ça veut dire qu'on doit déjà avoir des données sur la localisation des cas. On va avoir des données sur les personnes contaminées. On veut pouvoir avoir les données sur le mouvement de ces personnes. On veut pouvoir avoir les données sur l'historique de santé de ces personnes. Vous voyez que rien qu'un petit sujet de comment COVID se propage dans le monde, vous voyez la séquence, les tonnes de données qu'on peut récolter. Mais ce qui est vrai, c'est que si on n'est pas suffisamment exhaustif au moment où on définit les variables, c'est-à-dire les entités pour lesquelles on doit collecter ces données-là, on risque d'avoir plus tard des conclusions ou plutôt des analyses, comment je vais dire, tronquées, parce qu'on n'a pas suffisamment ouvert le champ
de collecte des données, vous comprendrez que à partir de ce moment-là, c'est important de collecter des données, mais c'est encore plus important de savoir avec précision quel type de données on doit collecter. Alors, est-ce que une fois qu'on a les données en tant que telles, ça suffit? Non. Lorsqu'on veut comprendre un phénomène, il y a d'autres choses qu'on doit faire lorsqu'on a des données. Données nous envoie au concept d'information. Quand on parle de données à information, il y a une étape entre les deux. Parce qu'on confond souvent données et information. Il faut bien comprendre qu'une donnée est élémentaire. C'est un peu comme ce qu'on dit données brutes. Lorsqu'on part sur le terrain, collecter l'information, collecter les données, collecter les données, ce qu'on collecte, ce sont des données brutes, c'est-à-dire des valeurs élémentaires, sans signification, qui ne veulent pas dire grand-chose. C'est comme j'ai pris l'exemple tout à l'heure de la taille, du poids. Si je vous dis 10 kilos, si je vous dis 60 kilos, et je vous dis 1,60 m, quand je dis comme ça, ce sont certes des données, mais ça ne veut rien dire. OK? Mais si je vous dis, si je fais une petite transformation, ça veut dire que j'ajoute de la signification à ces données-là, ça prendra toute sa valeur et ça deviendra une information. Par exemple, je pourrais dire un patient qui a 1,50 m de taille, qui pèse 60 kilos. Là, ça commence à devenir intéressant. Ce que je viens de faire, c'est de dire que j'ai contextualisé la donnée. J'ai dit le 1,60 m correspond à la taille d'un patient et le 60 kg correspond au poids d'un patient. Ça commence à devenir intéressant. L'information, donc, est la résultante de la transformation d'une donnée. Transformation veut dire quoi ici? Contextualiser, donner un sens, donner une signification à cette donnée-là. Dans le schéma que vous voyez, on prend en entrée une donnée, on traite cette donnée, c'est-à-dire on donne un sens à la donnée et on ressort avec une information. Donc, si on récapitule, la donnée, c'est la valeur élémentaire d'une entité, d'un objet. Et l'information, donc, c'est une donnée qui a été transformée. C'est une donnée qui a été contextualisée, une donnée à laquelle on a donné une valeur. Voilà pour ce qui est de l'information. Alors, après le concept d'information et données, on a le concept connaissance. C'est quoi une connaissance en fait? Une connaissance est la résultante d'une réflexion sur un ensemble d'informations analysées. OK, je prends le même schéma. Oui. Excusez-moi, monsieur, s'il vous plaît. La diapositive d'avant. Oui. S'il vous plaît. Si. Une question? Non, c'est bon. Je voulais juste regarder le tableau du bas. Ah, OK, d'accord. Alors, une connaissance, c'est donc la résultante ou le résultat d'une réflexion menée sur un ensemble d'informations analysées. C'est-à-dire, autrement dit, une connaissance n'est rien d'autre qu'une information qu'on a comprise. On comprend parce qu'on l'a analysée. On comprend parce qu'on l'a traitée. On comprend parce que désormais, on sait quoi en faire. C'est ça une connaissance. En gros, qu'est-ce qu'on dit ici? C'est que vous pouvez avoir une donnée, elle ne vous sert à rien jusqu'au jour où vous y mettez une signification, vous lui donnez un sens. À partir de ce moment, la donnée devient une information. Vous pouvez
avoir une information, elle n'est pas utile jusqu'au jour où vous menez une réflexion dessus, vous l'analysez pour comprendre ce que c'est. Et le jour où vous aurez compris ce que c'est, cette information-là se transforme en connaissance. Vous voyez un peu la hiérarchie qu'il y a entre données, information et connaissance. Ces trois termes qui sont, comment je veux dire, qui désignent à peu près la même chose, mais avec des niveaux de compréhension, ou plutôt des niveaux différents. Lorsqu'on a une donnée, c'est là, c'est une donnée brute, ça ne nous dit rien de plus qu'une donnée. C'est une valeur, tout simplement. Lorsqu'on essaie d'apporter une signification à cette donnée-là, on obtient une information. Et lorsqu'on analyse l'information qu'on a obtenue et qu'on finit par comprendre cette information-là, on a une connaissance. Un exemple concret. Nous avons, par exemple, dans le cadre du suivi des patients VIH, OK? On nous dit, pour un patient X, on dit charge virale, 1500 copies. Là, c'est une donnée. Charge virale, 1500 copies. Maintenant, on veut donner une signification à ces 1500 copies-là. On dit que la charge virale, c'est le nombre de... c'est la quantité, je vais dire ça comme ça, la quantité, par exemple, de virus qu'on a dans le sang du patient. Je dis n'importe quoi, mais l'idée, c'est ça aussi. Et lorsqu'on nous a dit ça, charge virale 1500, OK, donc ce patient X-là, il a 1500 copies de virus, par exemple, dans son sang. Oui, qu'est-ce que ça veut dire? En gros, si on n'analyse pas, c'est une information, mais ça ne veut rien dire de plus. Mais on nous dit, OK, en analysant, on nous dit, un patient qui a plus de 1000 copies de charge virale est un patient dont la charge virale n'est pas supprimée. C'est un patient qui peut encore transmettre le virus. Alors, cette analyse nous permet d'acquérir une connaissance. Quelle est la connaissance? C'est qu'un patient qui a moins de 1000 copies de charge virale est un patient qui ne peut plus transmettre la maladie. Ça, c'est une connaissance. C'est une connaissance parce que nous avons pris la donnée 1500, nous l'avons associé une signification, c'est-à-dire le nombre de copies de virus dans le sang du patient, et nous avons analysé cette information-là avec d'autres informations qu'on avait aussi pour comprendre qu'un patient qui a moins de 1000 copies a une charge virale supprimée et ne peut plus transmettre la maladie. Donc, voilà un exemple de cette hiérarchie-là. Alors, pour ce qui concerne la connaissance, on différencie deux formes de connaissance. Connaissance tacite. En général, c'est des choses qui nous sont à peu près innées, qui sont liées à l'individu comme ses compétences. C'est des choses, c'est une connaissance qui sont presque évidentes, mais qui ne sont pas transmissibles. Parfois, c'est des choses qu'on sait sans savoir comment transmettre. On a ce qu'on appelle compétence explicite. Ça s'acquiert, c'est une compétence structurée, formalisée, qui peut être transmise à travers des documents. Exemple, on mène une étude, on fait des analyses de données, on sort des résultats et on écrit un article.
L'article qu'on écrit, c'est une connaissance qu'on met à disposition des autres scientifiques du domaine où on est. Ça, c'est une connaissance explicite. Donc, on voit bien la différence entre les deux. Exemple concret, personne ne va vous expliquer comment il a fait pour apprendre à manger. Il est né, il a appris à manger parce qu'il a vu ceux qui l'encadraient au moment où il est né manger. Il a appris dans ce sens-là. Alors que la connaissance telle que écrit un article scientifique, c'est une connaissance explicite du fait que cette connaissance-là, on l'acquiert en lisant, par exemple, d'autres documents, en analysant d'autres données. Et c'est une connaissance qu'on peut mettre à disposition des autres. Le processus d'acquisition de cette connaissance-là est connu. Voilà. OK. Pour cette première partie-ci, là, est-ce qu'il y a des questions concernant les données, l'information et la connaissance? OK. Pas de questions? OK. Quelqu'un qui n'a pas bien compris sur connaissance tacite. Je vais revenir dessus rapidement, que ce soit clair. Bien sûr, je vous mettrai à disposition ce document, le document du cours, avec plus de détails. Je vous mettrai ça à disposition. Donc, connaissance tacite, je disais, sont des connaissances qu'on acquiert soit par imitation ou par c'est de façon innée. Ça veut dire qu'il n'y a pas un processus clair qui définit comment on acquiert cette connaissance-là. C'est une connaissance qui parfois on possède sans même savoir comment on la possède, comme une compétence, comme une aptitude. C'est une compétence comme ça qu'on appelle tacite. Donc, je ne sais pas si c'est clairement dit de cette façon-là. Alors, celui qui posait la question. Est-ce que c'est mieux dit là? Oui, professeur, j'ai une préoccupation concernant les connaissances tacites. Oui. Je voudrais savoir, étant donné que vous dites que dans le processus d'apprentissage de la connaissance tacite, on ne maîtrise pas très bien le processus. Oui. Maintenant, lorsqu'on se retrouve généralement dans les études qualitatives, on a besoin de comprendre on a besoin de comprendre le comportement des individus pour pouvoir apporter des solutions. Oui. Dans ce cadre-là, il sera nécessaire pour nous de maîtriser le processus d'apprentissage qui a conduit à la survenue d'une habitude ou alors d'un comportement bien précis. Mm-hmm. Donc, dans ce cadre, comment donc on va procéder, puisque vous dites que pour une connaissance tacite, en fait, on ne maîtrise pas bien le processus d'apprentissage, étant donné qu'on aura besoin de le connaître pour pouvoir agir sur le comportement et le modifier. Oui. Voilà. Donc, là, tu vois, la question n'est pas sur ce que l'autre... parce que lorsque tu fais ton étude n'est pas de savoir comment il a acquis une compétence, en fait. C'est de savoir s'il a cette compétence ou pas, sauf si je me trompe. Parce que si tu fais une étude comportementale, ce que tu cherches à savoir, c'est au départ,
tu dis, voilà, tu as une idée, tu as une hypothèse. Tu dis, en général, les gens se comportent comme ça. Est-ce que c'est vérifié? Ce que tu peux faire, collecter comme information sur le terrain, c'est de voir si des personnes ont ce comportement-là, quel est leur historique et autres. Mais techniquement, s'ils ont ce comportement, je ne sais pas si ton objectif, c'est de savoir comment ils ont fait pour avoir ce comportement. C'est ça ta question? Parce que, étant donné qu'on a besoin de comprendre s'ils ont ce comportement et comment agir sur le comportement pour le modifier. Donc, c'est dans les deux sens qu'on doit intervenir. Voilà. Voilà. Donc, la question sera de s'ils ont un comportement, ils l'ont parce qu'ils ont soit une connaissance tacite, soit une connaissance explicite. OK? Maintenant, comment agir? Effectivement, c'est le résultat de l'analyse que tu vas faire des données que tu collectes. C'est-à-dire, il faut d'abord circonscrire, par exemple, soyons un peu plus concrets, hein, parce que là, on est un peu dans l'abstrait. Je prends l'exemple d'un groupe d'étudiants. On veut mesurer l'impact de l'utilisation des jeux vidéo, n'est-ce pas, sur leurs études. Première chose qu'on veut savoir, c'est de savoir, par exemple, quelle est l'attitude de l'étudiant par rapport à la consommation des jeux vidéo. OK? Mais la question, est-ce que c'est nécessaire de savoir ce qui l'a poussé à se mettre aux jeux vidéo? Si oui, c'est sur ça qu'il faudra agir. Mais ce n'est pas une connaissance, ça ce n'est pas la connaissance tacite. Parce qu'une fois que tu sais ce qui l'a poussé à faire cela, tu peux agir dessus. Donc, connaissance tacite veut dire quoi? C'est, par exemple, le cas des jeux vidéo. Vous savez, nous ne sommes pas tous capables de jouer aux jeux vidéo, ou on n'a pas tous la même capacité de jouer aux jeux vidéo. Il y en a qui, naturellement, vont prendre des manettes de jeux vidéo et se mettre à jouer et être des excellents joueurs. C'est tout naturel, c'est inné. Ils ont cette connaissance-là. Ils savent le faire. Et si d'ailleurs tu leur demandes de t'apprendre à faire comme eux, ils ne sauront pas le faire. C'est ça la connaissance tacite. C'est que c'est difficilement transmissible. Le processus, comment il a acquis cette connaissance, n'est pas connu. C'est presque inné. Par contre, dès qu'on va nous dire que pour jouer aux jeux vidéo, on a trois manettes sous la main. Pour aller à gauche, on pousse à droite, ainsi de suite. À partir de ce moment-là, on est en train de créer ce qu'on appelle une connaissance explicite. Parce qu'à ce moment-là, c'est sur la base des éléments formels. C'est une procédure définie. Est-ce que c'est un peu clair là? Oui, oui, bien sûr, c'est assez clair. Voilà. Merci beaucoup. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? S'il vous plaît, monsieur. Oui. S'il vous plaît, il y a des camarades qui essayent d'entrer. Ils sont dans la salle d'attente. Oui, je vois, j'active au fur et à mesure. Mais je vois qu'il y a plusieurs personnes qui se connectent, qui se déconnectent. Je ne sais pas pour quelle raison, mais bon, j'active au fur et à mesure qu'ils essayent de se connecter. Je D'accord, vois par merci. exemple, il y a un certain dame, Emmanuel, qui, je crois qu'il doit avoir des problèmes de connexion parce qu'il se déconnecte à chaque fois qu'il se déconnecte. OK. Merci. OK. D'autres questions? S'il n'y a pas d'autres questions, on va avancer. Alors, quand on a compris donner,
information, base de données et connaissances, un autre concept qu'il faudrait comprendre, c'est base de données. On en parle tout le temps, tout le monde en parle tout le temps. Mais la vérité, souvent, c'est que on en parle sans trop savoir de quoi il s'agit. Tout le monde parle de base de données. Mais lorsqu'on pose la question aux gens, qu'est-ce qu'une base de données? Très souvent, ça va dans tous les sens. Alors, une base de données, c'est quoi? C'est tout simplement un ensemble de données, soit structurées, soit semi-structurées, ou même des données brutes, non structurées en fait. Et cet ensemble-là a un dispositif qui va permettre de stocker, de traiter et de retrocéder de l'information à la demande. Donc, pour parler de base de données, il faut dans un premier temps qu'il y ait un ensemble de données, peu importe si ces données-là sont structurées ou non. Et dans un deuxième temps, il faut qu'on puisse, dans ce cadre-là, stocker de l'information en quantité, qu'on puisse le restaurer au besoin. À partir de ce moment, on va parler de base de données. Alors, un exemple tout simple, hein, la liste des étudiants du département d'épidémiologie. La liste des étudiants est une base de données. Cette liste-là peut donc être dans un fichier simple comme un fichier Excel, dans un fichier texte, dans une base SQL. On pourra comprendre ce que c'est que SQL plus tard, pas forcément dans ce coup-ci. Mais si vous avez des questions concernant cela, n'hésitez pas de poser. Donc, comme je dis, une base de données, c'est donc un ensemble de données. Et quand on dit structuré, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les données sont liées. Dans la base de données, les données sont liées les uns les autres. Les données sont définies clairement. Par exemple, dans le tableau que vous voyez à côté là, on voit par exemple personne, on voit numéro, nom, prénom, lieu de naissance. Oui, il y a quelqu'un qui a pris la parole là, Jamil. OK. Donc, je disais, dans l'exemple que vous avez à côté, vous voyez la table personne. On a numéro, nom, prénom, lieu de naissance. Ça, lorsqu'on a une liste de personnes, on a une base de données. Mais il faut aussi comprendre qu'une base de données peut être une combinaison de plusieurs listes. Par exemple, une liste de personnes, une liste de pays, une liste de régions, une liste de villes, tout ensemble peuvent constituer une base de données. Et vous comprendrez rapidement lorsque vous allez faire la collecte sur le terrain, l'importance de cela. Ce que j'ai constaté ayant travaillé avec quelques épidémiologistes qui n'ont peut-être pas fait des cours sur les concepts de base de données et tout de collecte de données, c'est que je me suis rendu compte que très souvent, quand vous partez sur le terrain, vous définissez un questionnaire unique et vous collectez toute l'information que vous insérez sur une seule page Excel, une feuille Excel. Et c'est cette feuille que vous appelez votre base de données. Bien sûr, c'est une base de données, mais très peu structurée. En tout cas, structurée selon vous, mais avec une mauvaise technique. Ça veut dire quoi? Que dans le même fichier, on va voir sur une ligne, on va voir les pays, on va voir la personne, on va voir la région, on va voir la ville. Alors qu'on peut naturellement créer des tables différentes et les structurer par liaison, en créant des liaisons entre ces différentes tables-là. Dans peut-être le cas d'étude que nous allons faire, on va prendre un exemple concret dans ce sens-là. Donc, comme base de données, on a cité
les classeurs Excel. On a cité des bases de données comme Access, Microsoft Access, si vous avez déjà entendu parler de ça. Les bases de données structurées, toujours le MySQL, c'est une base de données qui offre des outils de requête, c'est-à-dire de questionnement de cette base de données-là. On va parler des bases de données aussi, des concepts très avancés. On parle de NoSQL. Ce sont des bases de données semi-structurées. On ne va pas voir ça ici. C'est juste à titre informatif. Hein. Ce qu'il faut savoir, c'est que les bases de données sont, comment je vais dire, un dispositif central dans le processus de collecte de données. De toutes les façons, lorsqu'on parle d'informatique, il n'y a pas d'informatique sans données. Et lorsqu'on va essayer de comprendre les systèmes d'information, comme les systèmes d'information sanitaire, il n'y a pas de système d'information sanitaire sans base de données. Lorsque vous êtes dans une étude, vous ne pouvez pas faire une étude, faire l'analyse et terminer sans base de données. Pourquoi? Parce que l'analyse que vous faites, c'est sur l'appui des données que vous avez collectées. Or, les données que vous avez collectées, mis ensemble et stockées quelque part, mémorisées quelque part, constituent la base de données. Et il faut comprendre que c'est très important que lorsque vous collectez les données, vous gardez les valeurs brutes de ces données-là et vous traitez des valeurs sur lesquelles vous allez faire des analyses. Pourquoi est-ce que vous gardez les valeurs brutes? C'est parce que le plan d'analyse au fil du projet peut changer. Et si le plan d'analyse change, vous n'êtes pas obligé de repartir sur le terrain pour chercher les informations, pour chercher les données. Si vous avez les données brutes que vous avez collectées préalablement, le plan d'analyse peut changer juste pour qu'on voie une façon différente de traiter les données. Mais par contre, si le plan d'analyse change et qu'on a des données manquantes, on peut pouvoir retourner sur le terrain. Mais à chaque fois, il faut savoir que lorsqu'on a collecté les données, on doit garder une copie des données brutes qu'on a collectées sans traitement. Parce que l'erreur que plein de gens font souvent, c'est qu'ils vont sur le terrain, ils collectent leurs données sur du papier, après ils reviennent transcrire ça en saisissant ça soit dans Excel, soit dans EpiInfo, soit dans autre. Et une fois qu'ils ont saisi, c'est sur les données qu'ils ont saisies, copie originale, qu'ils commencent à faire leurs analyses, à faire leur traitement. Le traitement va consister parfois à supprimer des lignes parce qu'on estime qu'elles sont inconsistantes, qu'elles sont des doublons, ainsi de suite. Lorsqu'on se met à supprimer ou à modifier les données, on ne peut plus revenir dessus. Et donc, il est impossible de savoir, par exemple, à un moment donné, quelle était même l'origine d'une erreur. Parfois, l'origine d'une erreur, c'est juste dans le processus de traitement. Alors, à ce moment, il suffit de revenir sur les données brutes pour corriger le problème. Donc, c'est juste un rappel pour vous dire, ne jamais, à grand jamais, une fois qu'on a collecté les données, se mettre à travailler sur les données brutes sans garder une copie. Donc, lorsqu'on a une base de données, on doit toujours en avoir au moins 2 versions. La version originale, intacte, qui n'a pas été touchée, et une version sur laquelle on doit travailler. Voilà. Après base de données, nous pouvons parler de base de connaissances. C'est quelque chose à ne pas confondre à base de données, bien sûr. En tout cas, si on a compris la différence entre le concept de données et le concept de connaissance, on comprend bien qu'une base de données ne peut pas être une base de connaissances. Une base de connaissances, en fait, va servir à rassembler de manière centralisée l'expertise dans un domaine
généralement formalisés. Exemple, l'expertise dans le domaine du suivi des patients VIH. Comment est-ce qu'on peut créer une base de connaissances? On peut faire un recueil des articles, des essais, des articles, des essais cliniques ou des articles rédigés dans le cadre des soins des patients. Ce recueil-là, d'articles-là, est une base de connaissances. Pourquoi c'est une base de connaissances? Parce que c'est un ensemble de connaissances générées par les experts du domaine qu'on a rassemblé à un seul endroit. Et si jamais un tel recueil existe, pour avoir des connaissances sur le suivi des patients VIH, il suffit d'aller dans ce recueil-là, se mettre à lire les différents articles, et puis on va acquérir la connaissance. Un cas concret de ce qu'on peut appeler base de connaissances, c'est PubMed. Je suppose que vous connaissez tous PubMed. Lorsque vous voulez rédiger un article ou vous voulez comprendre quelque chose, en général, vous partez sur PubMed, vous saisissez des mots-clés et PubMed vous renvoie un ensemble d'articles qui parlent des mots-clés que vous avez saisis. Lorsque vous le faites, c'est que vous êtes à la recherche de la connaissance. Et PubMed est une base de connaissances. Donc, voilà à peu près ce qu'on entend par base de connaissances. OK, des questions sur les bases de données et bases de connaissances? Rassurez-vous, vos questions, vous pouvez même pousser ça si vous avez des compréhensions, besoin de compréhension niveau informatique, par exemple, lorsqu'on parle de base de données, vous pouvez les poser, hein, il n'y a pas de souci. Voilà. S'il y a des questions, je les... Oui. J'aimerais juste avoir la clarification en termes de termes anglais. En anglais, on dit database et dataset. J'aimerais savoir si c'est différent parce que les informaticiens utilisent ça un peu trop. Database et dataset, c'est deux choses différentes. Dataset, c'est comme comment une portion d'une base de données. C'est une vue, je veux dire, en informatique, si je devais le dire en informatique, je dirais que un dataset, c'est une vue d'un database. Bon, mais maintenant, techniquement, simplement dit, un dataset, c'est une partie ou un extrait d'une base de données. Un exemple concret, j'ai la base de données des étudiants de l'université de Tchang. OK? Un dataset, c'est la liste des étudiants de la faculté de médecine. Vous voyez, j'ai extrait dans la base de données des étudiants une partie de la base de données et c'est un dataset. Et en général, l'analyse se fait sur les datasets et non sur la base de données. Lorsqu'on veut analyser les données, on le fait sur les datasets. OK? Est-ce que c'est bien expliqué là? Est-ce que vous comprenez la différence? Voilà, d'accord. D'autres questions? Bonsoir, docteur. Bonsoir. Oui, s'il vous plaît, j'aimerais comprendre. Vous avez dit tout à l'heure que quand on garde les données brutes, après la collecte de données, on doit garder les données brutes car le plan d'analyse peut changer. Et maintenant, la suite des explications que vous avez données en disant qu'on ne doit pas toujours supprimer les données brutes, j'aimerais comprendre un peu la suite. Là, je n'ai pas pu bien comprendre, s'il vous plaît. OK. Je disais ceci, que en général, les gens ont tendance, lorsqu'ils ont saisi leurs données, par exemple dans Excel ou dans autre outil de collecte de données, dans notre outil de base de données, les gens auront tendance de faire leur analyse, de faire leur traitement directement sur le
les données sur la base de données originales sans sauvegarder une copie. Je disais concrètement que on vous donne, par exemple, vous faites une collecte de données pour avoir la liste des étudiants du département d'épidémiologie. Vous avez la liste avec numéro de téléphone, email et autres, et adresse. Vous avez cette liste brute-là. Ce sont des données que vous avez collectées directement auprès des étudiants. Maintenant, dans une analyse, on dit, on veut savoir, parmi les étudiants, on voudrait savoir ceux qui vivent sur place dans la ville de Tian ou ceux qui se déplacent avant d'arriver, qui se déplacent à chaque fois qu'il y a un cours. OK? L'erreur que les gens vont parfois faire, c'est qu'ils vont aller sur leur base de données, faire un filtre, par exemple, et supprimer tous ceux qui ne sont pas dans la ville et se mettre à compter. Imaginez qu'on revienne après et on pose plutôt la question, on veut avoir le nombre d'étudiants par niveau. Vous voyez, s'il a supprimé au préalable des lignes dans sa base de données originale, il ne pourra plus avoir un résultat correct après, parce qu'il a déjà supprimé les données. Alors, ce que moi je disais, c'est on garde une copie originale et on travaille sur une autre copie. À partir de ce moment, même si on a supprimé des données, si la question qu'on nous pose et que nous devons répondre à partir de ces données change, on revient seulement refaire une autre copie de l'original et à partir de cette copie, on répond à la question. Est-ce que c'est clair maintenant? Oui, docteur, c'est clair, merci. OK. Je vois quelqu'un demande l'exemple de base de connaissances. J'ai parlé de PubMed. Au-delà de PubMed, vous aussi, vous pouvez constituer vos propres bases de connaissances, mais vous le faites généralement. Je vous explique. À chaque fois que vous allez écrire, bon, je sais, pour certains d'entre vous, vous avez déjà écrit plusieurs fois des rapports ou des mémoires. Je ne sais pas, je suppose. À chaque fois que vous aurez à écrire un mémoire, une partie de votre mémoire, vous l'appelez toujours revue de littérature. C'est quoi une revue de littérature? C'est que vous faites le tour de la question et vous essayez de trouver tous ceux qui ont déjà eu à travailler sur la même question que vous. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Quelles étaient leurs propositions? Quels ont été leurs travaux? Et lorsque c'est fait, lorsque vous faites cette revue, en réalité, qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Vous êtes en train de constituer une base de connaissances. C'est sur cette base de connaissances-là que vous développez aussi vos propres travaux. Donc, vous voyez, j'ai dit PubMed parce que PubMed, c'est déjà quelque chose de très costaud où on trouve un ensemble de données déjà rassemblées. Mais très souvent, vous aussi, vous pouvez vous constituer votre base de connaissances en fonction d'un sujet sur lequel vous êtes en train de travailler. Vous allez, la revue de littérature, par exemple, c'est une base de connaissances. Parce que si j'ai votre mémoire en parcourant votre revue de littérature, il suffit que je parcours pour comprendre les connaissances que vous aussi, vous avez eu accès avant de commencer votre travail proprement dit. Donc, moi aussi, je peux y accéder une fois que j'ai lu votre revue de littérature. OK. D'autres questions? Voilà. Il n'y a pas d'autres questions. On va avancer. OK. On va avancer, bien sûr. D'ici 30 minutes, on va prendre
On va prendre une pause de 30 minutes et on va recommencer après. OK. Alors, je suppose que vous avez déjà entendu parler de qualité des données. C'est un élément très important dans le processus de collecte des données. En général, on va dire data quality, mais c'est qualité des données. Donc, la qualité des données est une mesure de l'état des données fondée sur divers facteurs. L'exactitude, la fiabilité, l'exhaustivité, la précision, l'actualité, l'intégrité et la confidentialité. Ici, je n'ai pas mis les termes que vous avez l'habitude de comprendre. C'était pour que lors des explications, on puisse aussi, je n'ai pas mis tous ces termes-là, qu'on revienne dessus, qu'on voit comment aussi on prononce ces termes-là. Par exemple, le terme de complétude, de promptitude. Vous avez en général, vous parlez d'exactitude, de promptitude, de complétude. Mais ce ne sont là que 3 facteurs parmi tant d'autres. On en cite à peu près 7, très souvent. Mais lorsqu'on est dans le processus de qualité des données, on va traiter 6 caractères précisément, 6 facteurs. L'exactitude, la fiabilité, l'exhaustivité, la précision, l'actualité, l'intégrité et la confidentialité. L'exactitude, ça vous le connaissez déjà. La fiabilité, qu'est-ce que ça veut dire? L'exactitude, est-ce que l'information qu'on collecte est exacte? Ça veut dire, est-ce que ça correspond exactement à ce qu'on voulait collecter? La fiabilité, est-ce que l'information qu'on a collectée vient d'une source d'une source de confiance? Est-ce que c'est une donnée à laquelle on peut avoir totalement confiance? L'exhaustivité, c'est encore ce que vous appellerez la complétude. Est-ce qu'on a toutes les données dont on a besoin? Toutes les données qu'on devait collecter, est-ce qu'on les a tous collectées? C'est ça l'exhaustivité, la complétude, en d'autres termes. La précision. La précision ici n'est pas très différente de l'exactitude. En ces termes que la précision, c'est juste que est-ce que la donnée ne présente pas de défauts? Ça veut dire que est-ce que c'est exactement la donnée qui doit être collectée au moment précis, à l'instant précis qu'on doit le collecter? L'actualité ou la promptitude, ça veut dire est-ce que l'information qu'on est en train de traiter, c'est l'information actuelle, actualisée? Est-ce que c'est l'information qui a été collectée à temps, au moment où on avait prévu le collecter? L'intégrité. Naturellement, l'intégrité, c'est est-ce que l'information a gardé toute sa valeur? Est-ce que l'information n'a pas été biaisée? Une donnée qui répond aux critères d'intégrité, c'est une donnée qui est, comment je vais dire, débarrassée de tous les biais possibles. Le biais peut être involontaire, le biais peut être volontaire. Voyez-vous, pour des raisons qu'on ne connaît pas ou pour des raisons cachées, des gens peuvent collecter des données, mais y insérer des biais parce qu'ils veulent obtenir au moment de l'analyse un résultat qu'ils escomptent. Ils vont donc biaiser l'information. À ce moment-là, on va dire que la donnée n'est pas intègre, il n'y a pas d'intégrité. Et la confidentialité, surtout dans le cadre des soins de patients, vous savez ce que ça veut dire. Confidentialité, est-ce que les personnes qui ont accès à cette donnée-là sont les personnes qui sont supposées y avoir accès? Je prends le cas, par exemple, des patients VIH ou de tout autre patient. Vous savez que l'information
du patient, l'information clinique du patient est une information confidentielle qui doit rester seulement dans le cadre de ses soins et qui ne peut circuler qu'entre les personnes qui interviennent dans ces soins. Ça, c'est la confidentialité. Et donc, pour dire qu'une donnée est de qualité, elle doit répondre aux critères d'exactitude, aux critères de fiabilité, aux critères d'exhaustivité, aux critères de précision, aux critères de promptitude ou d'actualité, aux critères d'intégrité et aux critères de confidentialité. Je prends un exemple. Vous devez faire une enquête sur le terrain, sur, par exemple, l'épidémie de choléra, et vous allez collecter les informations des gens dans la communauté. Première chose que vous faites, c'est que vous devez préciser que l'information ne sera utilisée que dans le cadre de l'étude et que l'information que vous avez collectée doit être probablement anonymée de façon qu'on ne puisse pas lier l'information qu'on a collectée à l'individu chez qui on a collecté cette information. Ça, c'est pour garantir la confidentialité. Une fois qu'on a collecté l'information et défini le cadre confidentiel dans lequel l'information sera utilisée, l'information ne doit pas être modifiée. On ne doit pas modifier l'information, sauf s'il y a certitude que l'information a été mal collectée et que cette information, on reprend la collecte de cette information en particulier. Ça, lorsqu'on ne modifie pas, c'est pour sauvegarder l'intégrité de l'information. Maintenant, si on a comme actuellement des cas de COVID dans un hôpital, on ne va pas attendre 2 ans avant de venir se mettre à rédiger les données dans le registre. C'est pendant que le patient est présent qu'on prend l'information sur le patient. C'est pour être sûr que l'information est là à temps, est actuelle. C'est la promptitude. Est-ce que l'information est là à l'instant où on en a besoin? Est-ce que l'information a été collectée à temps? La promptitude. Maintenant, pour la précision, je vais entrer un peu dans le détail pour qu'on comprenne. La précision, c'est quoi? Prenons par exemple, on collecte la taille du patient. La précision voudrait qu'on ne collecte pas une donnée qui semble aberrante. Par exemple, on dit taille d'un patient, quelqu'un met 300 cm. Ça veut dire 3 mètres. Ça n'a pas l'air précis. Ça n'a pas l'air, c'est bien une valeur de taille, mais ça n'a pas l'air précis. Ça n'a même pas l'air cohérent, en fait. Lorsque ce n'est pas précis, ça manque de cohérence. La précision voudrait première chose, qu'on définisse l'unité de grandeur de collecte de données. 2, qu'on définit, si possible, les bornes ou la plage de collecte de données. Par exemple, si on doit collecter l'âge des personnes vivant dans un village, si je vois une donnée, par exemple, qui marque 200, je vais dire que cette donnée-là manque de précision. Elle a l'air incohérente. Ce n'est pas très précis. Voilà. Maintenant, la complétude ou l'exhaustivité, c'est je dois collecter le nom, le prénom, l'âge, le sexe et la taille des patients. Mais j'arrive sur la base de données
je vois des lignes où il n'y a ni âge, ni sexe, il n'y a parfois pas de prénom, alors toutes les données n'ont pas été collectées. Les données ne sont pas complètes. La complétude, donc, vise à assurer que toutes les données qui devaient être collectées ont été collectées complètement. Alors, fiabilité, très souvent, c'est lié à la source de l'information. Est-ce que l'information vient d'une source fiable, d'une source de confiance? Parce que si l'information vient d'une source non fiable, tout de suite, cette information devient elle-même une information ou une donnée non fiable. Donc, la source de l'information va définir, donc la fiabilité de la source de l'information va définir la fiabilité de la donnée. L'exactitude, c'est là, je dois prendre la taille d'une personne ou la valeur, je prends une valeur. Et à l'endroit où on doit écrire, par exemple, 10, je saisis 1 et O. À l'œil, on voit bien que ça s'écrit comme 10. Mais la machine qui doit interpréter cette valeur-là, OK, cette valeur n'est pas exacte. Parce que 10 est bien différent de 1 et O. Vous voyez un peu. L'exactitude, c'est que l'information doit être exactement ce qu'on attend du terrain. Alors, ce schéma, qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit en fait ce que c'est que la qualité des données de façon concrète. De façon concrète, on a le monde réel d'un côté et on a les systèmes d'information de l'autre. Donc, dans le monde réel, on a les activités des projets qui sont mises en œuvre sur le terrain. Et de ces activités-là, il doit y avoir des données qu'on va collecter. La qualité consiste à s'assurer que les données qui sont dans le système d'information, ou plutôt dans notre base de données, représentent bien le monde réel. Et on doit observer ça sur le prisme des 6 valeurs que j'ai citées plus haut. C'est-à-dire que lorsqu'on prend un élément dans le monde réel, on doit vérifier qu'il est exact, qu'il est fiable, qu'il est exhaustif, qu'il est précis, qu'il est prompt ou actuel, qu'il est intègre. Et au-delà de tout ça, au niveau sécurité, qu'il est confidentiel. Donc, une fois qu'on a vérifié tout cela, on peut dire que les données qu'on a dans notre système d'information sont des données de qualité. Alors, comment est-ce que vous mettez ça en œuvre, vous qui allez, par exemple, aller sur le terrain? C'est que vous concevez votre questionnaire et vous partez collecter les données. Vous devez vous assurer au moment de la collecte, à chaque fois que vous faites la collecte, que vous êtes en train de collecter la bonne information, que vous collectez l'information de la bonne source, de la bonne personne, que vous collectez toute l'information que vous devez collecter, et vous collectez cette information-là avec précision, c'est-à-dire en respectant toutes les contraintes liées à la valeur, aux valeurs que vous allez saisir. La précision, par exemple, dit que si on dit de prendre les températures en degrés Celsius, il faut prendre les températures en degrés Celsius. N'allez pas prendre les températures en farad, parce que ça ne marche pas. La donnée sera certes là, mais ce ne sera pas précis. Vous voyez ici, là, le simple changement d'unité de mesure peut rendre une donnée imprécise. Pendant que vous collectez la donnée, rassurez-vous que vous collectez cette donnée-là dans le temps prévu pour collecter cette donnée.
Par exemple, on dit qu'on veut faire une étude sur les patients VIH qui ont été mis sous traitement les 2 dernières années. Si vous partez collecter les données sur les patients qui ont été mis sous traitement il y a 3 ans, ça, ce n'est pas une donnée qui respecte la promptitude. Vous l'avez pris à contretemps. Donc, ça ne respecte pas la promptitude. L'intégrité, c'est que une fois que vous aurez pris ces données-là, qui sont exactes, fiables, exhaustives, précis et promptes, vous n'avez pas à modifier. Vous le modifiez. Si vous modifiez, vous perdez l'intégrité. Donc, une fois que vous respectez tout ça, vous avez donc une base de données avec des données de qualité et vous pouvez démarrer donc avec l'analyse. Voilà, pour ce qui est de la partie qualité des données. Est-ce qu'il y a des questions? Bon, pas de questions. Ça veut dire 2 choses. Soit vous avez très bien compris, vous avez tous compris, soit vous n'avez rien compris du tout. Et dans ce cas, j'ai à m'inquiéter. Voilà. Donc, je suppose que vous avez tous compris. Et que lorsqu'on va passer en pratique, il n'y aura pas d'autres questions concernant la qualité des données. Voilà. Alors, comment obtenir des données de qualité lorsqu'on est dans un processus de collecte de données? Il faut bien sûr mettre en place un processus d'assurance qualité des données. C'est quoi l'assurance qualité des données? C'est un ensemble d'activités préétablies systématiques mises en œuvre dans le cadre du système de qualité pour démontrer, tant que besoin se fait, que les données qu'on a sont de confiance et qu'ils satisfassent à des exigences préétablies aussi. Ça veut dire quoi? Que l'assurance qualité des données est là pour garantir en temps réel et à tout moment le fait que les données qu'on a à notre disposition sont des données qui respectent tous les critères des données de qualité, c'est-à-dire des données qui soient exactes, des données qui soient fiables, des données qui soient exhaustives, des données qui soient promptes, des données qui soient intègres, des données qui soient précises. Tout ça avec autant de confidentialité que possible. Et ça, c'est la définition de la norme ISO 840294. Donc, vous comprenez que le processus de l'assurance qualité ISO, c'est un processus qui a déjà été normalisé. Donc, si vous êtes dans la collecte des données et que vous voulez faire l'assurance qualité, ce sera important pour vous d'aller lire un peu cette norme-là. C'est sur le net, c'est free, vous pouvez y avoir accès. La norme ISO. Naturellement, l'une des fonctions ou plutôt l'un des rôles que vous pourriez jouer après votre formation, c'est celui de M&E spécialiste, c'est celui de suivi-évaluation. Et un des rôles principaux de suivi-évaluation, du responsable de suivi-évaluation, c'est l'assurance qualité des données. Pourquoi? Parce que c'est des données que lui, il utilise pour formuler des informations et des connaissances qu'il mettra à la disposition des décideurs pour la prise des décisions. Vous comprenez qu'il est nécessaire pour lui de pouvoir certifier en temps réel que les données sur lesquelles il s'appuie pour rendre son travail, ce sont des données de qualité. Et donc, il doit pouvoir mettre en œuvre ce processus-là. Alors, ça se passe comment?
dans ce processus. C'est-à-dire, le processus commence par le fait qu'on imagine qu'il y a un problème. Il faut comprendre le problème. Et pour comprendre le problème, on doit utiliser un ensemble de méthodologies dans le cadre de suivi de qualité, réunion de révision et d'utilisation des données. Si vous êtes dans un projet, rassurez-vous, vous le ferez tout le temps. Pour ceux qui ont déjà fait un tour dans un projet, je ne sais pas combien d'entre vous l'ont fait déjà. C'est tous les jours, tout le temps. On va faire des réunions pour s'assurer que les données qui sont en train d'être collectées sur le terrain correspondent exactement à ce qu'on attend. On va faire des réunions pour identifier, pour réviser les données, pour voir s'il n'y a pas des erreurs, s'il n'y a pas des choses à reprendre. On doit en permanence, comme je disais, évaluer la qualité des données. À chaque fois, on doit se poser la question, est-ce que les données qu'on a correspondent exactement à ce qu'on attend? Est-ce que ce sont des données de qualité? Il y a aussi ce qu'on appelle contrôle de la qualité, qui est bien sûr le processus de vérification. Comment on contrôle la qualité? C'est qu'on va passer les données qu'on a dans une grille d'évaluation. Et cette grille d'évaluation, les critères, ce sont les 6 critères qu'on a cités précédemment. Donc, très souvent, dans le cadre de ces réunions de révision-là, on va faire des contrôles. Qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre au hasard une série de données, un dataset, pour revenir à la question, je crois que c'était de Joël, un dataset, et on va constituer un dataset en faisant un choix aléatoire sur l'ensemble des données. Et on va appliquer à ce dataset-là les critères d'évaluation. On va vérifier le taux de complétude, le taux d'exactitude, le taux de promptitude, le niveau d'intégrité, ainsi de suite, ainsi de suite. Une fois qu'on a fait ça, on passe au processus d'amélioration de la qualité. C'est la deuxième étape dans le processus d'assurance qualité. L'amélioration de la qualité, c'est quoi? C'est que lorsqu'on a détecté que dans les données qu'on a, il y a des biais, il y a des choses, les données ne sont pas forcément de qualité, on va essayer de comprendre les origines du problème. Le cycle qu'on appelle le cycle planifier, faire, étudier et mettre en action, c'est un cycle qui va effectivement permettre d'améliorer la qualité. Ça veut dire que c'est un cycle où on va planifier dans un premier temps. On dit on veut des données, voici comment on les veut. Dans un deuxième temps, on va dire voici les actions sur les problèmes qu'on a détectés. On a planifié les solutions possibles. Et dans un deuxième temps, on va mettre en œuvre le plan d'action. Et puis, on va étudier pour voir si le plan d'action qu'on a mis en œuvre est en train de produire les résultats attendus. Sinon, on passe à l'action, c'est-à-dire on reprend le processus en disant, OK, on a planifié, on a essayé de faire, on a évalué, mais ça ne marche pas comme il faut reprendre le processus. Alors, on a aussi, toujours pour l'amélioration de la qualité, ce qu'on va appeler le brainstorming. C'est quoi? C'est que tous les membres d'une équipe, de l'équipe de l'étude, vont s'asseoir et essayer de comprendre de la même façon le problème, en essayant chacun de dire où est le problème, qu'est-ce qu'on peut faire pour résoudre. Le brainstorming, c'est une réunion où tout le monde pense, tout le monde émet une idée. On peut utiliser une autre technique qu'on appelle la cartographie de Fishbone. Fishbone, c'est quoi? C'est une technique qui va permettre à chaque problème qu'on a déterminé d'identifier les causes racines de ce problème-là. Par exemple, on a détecté que les données sont seulement à 70% complètes, donc le taux de complétude, c'est 70%. C'est un problème. On s'attendait à un taux de au moins 90%, mais on est à 70%. Donc, on a un gap de 20%. C'est un problème.
Et on dit, qu'est-ce qui a causé cela? On va donc construire ce qu'on appelle l'arbre des causes profondes. Root causes, comme on le dit en anglais. Et cet arbre-là, on l'appelle la cartographie de Fishbone. On pourra voir ça, on pourra jeter un coup d'œil plus tard. Je n'ai pas prévu d'entrer en détail, mais on pourra, si on a du temps, voir comment ça marche. Et une fois qu'on a fait aussi tous ces éléments-là, on définit un plan d'action correctif. Pour dire, on a compris les causes profondes du problème. OK, comment on résout le problème? Voilà à peu près le processus. Et au sortir d'un tel processus, on peut effectivement dire qu'on a des données de qualité destinées à améliorer la prise de décision dans la mise en œuvre d'un programme. Voilà. S'il y a des questions, je les prends rapidement, je réponds et puis on s'octroie une pause de 30 minutes et on reprend dans 30 minutes. Des questions? Oui. C'est vrai que je n'ai vraiment pas compris cette partie, assurance de la qualité. Oui. Vraiment pas. On commence par où? Parce que là, ça veut dire que je reprends tout ou quoi? Non, juste au niveau de l'assurance de la qualité. L'assurance de la qualité. Le tableau qui est là, déjà, je ne comprends pas vraiment. OK. Le tableau qui est là décrit le processus d'assurance qualité. L'assurance qualité va aller de la compréhension du problème de qualité en passant par le suivi de la qualité, puis à l'amélioration de la qualité. Qu'est-ce que ça veut dire? Que ce que ça nous dit ici, c'est que l'assurance qualité consiste au suivi ou plutôt au contrôle au suivi de la qualité, puis à l'amélioration de la qualité. Dans un premier temps, on doit observer les données pour voir s'il se pose un problème de qualité. Vous me suivez là? Vous parlez en même temps que moi. Je vous suis. OK. Donc, je disais donc que l'assurance, l'activité d'assurance qualité, c'est en deux phases. C'est ce que ce schéma-là nous dit. C'est en deux phases. Première phase, suivi de qualité. On fait le suivi. C'est-à-dire qu'on va en permanence observer, faire des réunions pour réviser nos données. On va faire le contrôle de la qualité. Bref, la vérification des données. Ça, c'est dans un premier temps. Une fois qu'on a vérifié les données, on a relevé qu'il y a des problèmes, des soucis, il faut les améliorer. Il faut améliorer la qualité des données. Et pour les améliorer, donc, on a plusieurs techniques possibles. Le but étant d'arriver à un plan d'action correctif. On utilise les techniques de planification, planifier, faire, étudier et mise en action. C'est quelle technique? C'est un cycle qui va nous permettre, une fois qu'on a détecté le problème, de planifier des solutions, de les mettre en œuvre, c'est ça qu'on appelle faire, et d'évaluer les solutions qu'on a planifiées, qu'on a mis en œuvre. Et s'il y a des actions à prendre, de prendre des actions correctives. Comment on obtient les actions qu'on va planifier autour d'un brainstorming? Donc, on va utiliser le brainstorming pour identifier les actions. On peut utiliser aussi ce qu'on appelait Fishbone, le graphique de Fishbone, pour définir pour chaque problème quelles sont les causes. C'est ça qui nous permettra en fait de planifier des solutions correctives pour améliorer. Vous voyez qu'on est dans le sens d'améliorer la qualité des données. Donc, ce chemin-là nous explique à peu près comment est la démarche d'assurance qualité.
On commence par comprendre le problème. Après, une fois qu'on a compris le problème, on fait le suivi de la qualité pour identifier où, sur quelles données il y a un problème. Une fois qu'on a identifié, on doit maintenant essayer d'identifier quelles sont les causes de ce problème. Pourquoi les gens ne collectent pas complètement les données? Pourquoi les gens, au lieu de saisir, je prends un exemple, vous avez des données qu'on collecte sur le terrain et par exemple, vous voyez qu'il manque, il y a une incohérence sur le nom, par exemple, des villes. Une partie des données, les noms sont écrits avec les accents. Une autre partie des données, les noms sont écrits sans accent. Quel peut être le problème à ce niveau? Quelqu'un peut me répondre? Si vous étiez autour d'une table et on fait ce constat-là sur les données qu'on a collectées, d'après vous, quel peut être le problème? Qu'est-ce qui peut causer que pour le même type d'information, par exemple, la ville de Yaoundé, je vois qu'une partie, il y a des gens qui ont bien écrit Yaoundé avec Y-A-O-U-N-D-E accent. Et les autres qui ont écrit Yaoundé avec E sans accent. Qu'est-ce qui peut avoir causé ce problème? Personne ne répond ou vous ne voyez pas? Le mauvais rapportage. C'est possible. Effectivement, c'est clair que c'est un mauvais rapportage. Mais ce n'est pas la cause principale. Oui, une des causes, mauvais rapportage. Là, vous allez voir, on entre là dans ce qu'on appelle fishbone. Vous allez comprendre. Oui, Kenya. Oui, je proposais problème de clavier, en fait, de langue de clavier. Parfait. Parfait. Là, tu vois, là, tu as défi. Il y a d'abord, on a dit d'abord problème de rapportage. Oui, c'est un problème de rapportage. Mais pourquoi on rapporte mal? Tu identifies que c'est probablement que c'est un souci de clavier, c'est vrai. Parce qu'il suffit qu'un collecteur ait un clavier azerty francophone et un autre, un clavier qwerty anglophone. Sur le clavier qwerty, il n'y a pas d'accent. OK? Alors, si on était toujours dans le brainstorming, on a fait ce brainstorming, on a constaté, pendant le brainstorming, on a fait le processus de root causes. On s'est dit, première cause apparente, problème de rapportage, mais on se rend compte que problème de rapportage ne peut pas être une cause racine, que derrière, il y a quelque chose. On dit, qu'est-ce qui vient avant le problème? Qu'est-ce qui cause le problème de rapportage? On se rend compte que c'est le clavier. Alors, si on devait améliorer la qualité des données, qu'est-ce qu'on ferait? On pourrait dire que, OK, comme les données sont des données qu'on veut traiter en français, on se dit, il faut que tous les agents de collecte aient un clavier azerty. OK? Là, on a planifié une solution. Maintenant, il faut faire la solution, il faut mettre en œuvre. Mettre en œuvre, c'est dire quoi? C'est dire qu'on achète les claviers azerty et on remet aux agents de collecte. Maintenant, on a planifié, on a mis en œuvre. Maintenant, on va étudier. Étudier veut dire quoi? On retourne à une prochaine réunion. Vous allez voir que c'est circulaire. Comme le processus de suivi est permanent, est régulier, est fréquent, on va revenir plus tard revérifier les mêmes données pour dire, est-ce que la solution qu'on a mis en œuvre résout notre problème? Première chose, c'est possible que c'était effectivement le problème de clavier. OK? Et dans ce cas, on voit que les données ont été corrigées. Ou on peut se rendre compte que même avec les claviers qu'on a mis sur le terrain, le problème n'est pas entièrement résolu. Qu'est-ce que ça fait? Ça fait appel à nouveau à mettre en œuvre de l'action. C'est-à-dire qu'il faut recommencer le processus.
Vous voyez un peu. Donc, c'est ça le processus d'assurance qualité. Un, on identifie le problème. Et comment on identifie le problème? Dans le cadre des réunions où on va vérifier, faire la vérification, on va faire le contrôle des données. On appelle ce processus-là le suivi de la qualité des données. Et après, on entre dans l'amélioration. C'est-à-dire, une fois qu'on a identifié le problème, on veut améliorer en apportant, on veut améliorer le processus en apportant des solutions. On utilise les outils que vous avez vus là. Ça peut être le cycle, là, le brainstorming, le fishbone, tout ce qu'on a dit. Maintenant, l'assurance qualité, c'est donc quoi? C'est la combinaison entre le suivi et l'amélioration. Donc, l'assurance qualité, c'est le processus de suivi puis d'amélioration de la qualité des données. Je suppose que c'est plus clair maintenant. Oui, c'est clair, monsieur. Voilà. Donc, techniquement, vous n'aurez pas, une fois que vous êtes sur le terrain pour collecter vos données, si vous avez à peu près cette idée-là dans l'esprit, vous devez avoir en permanence des données de très bonne qualité. Donc, et vous verrez cela. C'est vrai que lorsque vous allez faire les travaux de terrain, peut-être pour collecter les données de votre mémoire, vous allez mieux comprendre tout ce que je dis là. Voilà. S'il n'y a pas d'autres questions, on prend la pause. C'est vrai qu'on a excédé de 10 minutes, mais ce n'est pas grave. D'autres questions? Docteur, s'il vous plaît, j'aimerais savoir si pendant, vous avez cité les techniques pour ajuster ou alors modifier les données quand elles sont erronées en fait lors de la Oui. collecte. Je veux savoir si maintenant quelqu'un, en fait parmi les techniques, quelqu'un d'autre peut décider de recollecter à nouveau les données sur le De terrain. recollecter à nouveau. Oui, docteur. S'il a l'argent pour ça, c'est une nouvelle étude, non? Vous imaginez le temps et le coût. Imaginez que vous faites, on vous dit qu'on va faire une étude sur le choléra dans le district de santé de Tchang. OK? Et vous avez collecté les données sur près de 1000 ménages dans Tchang et les arrondissements environnants, du moins dans tout le district. Et après, vous détectez des erreurs. Et quelqu'un, au lieu de passer plutôt dans le cadre du processus d'assurance qualité, de penser sur comment est-ce qu'on peut appliquer des mesures correctives, choisit de repartir sur le terrain. Vous imaginez le coût et le temps que cela doit mettre. C'est pour ça qu'en réalité, et on verra demain, lorsqu'on va commencer à parler de méthodologie de collecte, on verra qu'en réalité, le processus d'assurance qualité des données, c'est un processus qui doit être mis en œuvre tout au long du projet, de l'étude, c'est-à-dire de la conception du questionnaire jusqu'au traitement des données et même aux résultats, à la production des résultats, des rapports. C'est un processus qui accompagne le processus de collecte de données proprement dit. C'est pour ça que j'ai voulu insister sur cette partie parce que très souvent, ce que j'ai constaté en travaillant avec quelques étudiants, c'est que vous n'accordez pas beaucoup d'importance au processus, à la qualité des données. Et très souvent, les analyses que vous allez faire de vos données sont biaisées. Du simple fait, effectivement, que vous n'avez pas les données de qualité et que vous n'avez aucun moyen d'améliorer ces données-là. Parce que c'est une fois que vous avez fini la collecte que vous vous êtes rendu compte. Vous voyez, par exemple, à ce niveau, j'ai mis contrôle de la qualité des données. Si vous êtes data manager,
c'est un job qui se fait au jour le jour, tous les jours. Si vous avez des agents sur le terrain, chaque jour, vous devez être sûr que les données qu'ils vous ont envoyées sont viables. C'est-à-dire que ce sont des données exactes, précises, que ce sont des données complètes, que ce sont des données fiables. C'est un job que vous allez faire tous les jours. C'est ça le rôle du data manager. Parce que le data manager, c'est lui qui doit mettre à la disposition du M&E des données de qualité, des données. Mais le M&E doit s'assurer au fil du temps que le processus d'assurance qualité des données est en train d'être mené. Donc, c'est le M&E qui doit, par exemple, organiser les réunions à la fois avec le data manager et le project manager pour s'assurer que les données que le data manager envoie sont de qualité, c'est-à-dire lui peut faire des analyses qu'il fait pour sortir le résultat et pour s'assurer que le résultat qu'il sort de ces analyses corresponde aux attentes du project manager qui, lui, doit prendre des directives sur le projet sur la base des informations qui viennent du M&E. Voilà. Donc, on va prendre une pause et on reprend tout à l'heure.